Mon écran? Ouais, c'est bon. Oui. Merci. Alors, je vais commencer. Déjà, je vais me présenter. Donc, Rémi Venel, je suis développeur Java chez Softeam depuis 4 ans maintenant et actuellement en mission chez DocaPost. Et justement, dans le cadre de cette mission, j'ai été amené à développer des IHM. Et la technologie retenue dans l'équipe, c'était Vue.js. J'en avais déjà un petit peu fait à titre personnel, mais c'était une grande nouveauté. Et je m'y suis mis et j'ai vraiment apprécié. Et donc, je voulais vous faire un petit retour d'expérience, ainsi qu'une démonstration, pour vous montrer qu'en fait, on peut arriver à faire des choses assez rapidement et assez simplement. Je vais commencer par un tout petit historique. Alors, Vue.js, c'est un framework front-end en JavaScript qui suit un modèle MVVM et qui a été créé par Evan You, à l'époque où il travaillait pour Google, et qui travaillait avec AngularJS, qui était le framework emblématique de l'époque. Il a pas trop apprécié travailler avec, cependant il a reconnu de nombreuses qualités et il a voulu conserver certains de ces éléments pour créer son propre framework, orienté toujours Single Page Application, et qu'il a nommé Vue.js. Et Vue vient bien sûr du mot français d'ailleurs. Première version en 2014, qui rencontre un certain intérêt de la part des développeurs. Puis une version 2 en 2016, et la version qui va nous intéresser, c'est la version 3 qui est sortie donc il y a 2 ans, qui introduit un support natif de TypeScript. C'était déjà possible d'en faire avant, mais il fallait configurer l'environnement, et aussi l'API de composition que je vous présenterai plus en détail. Chose intéressante à noter, il y a très peu de temps, on a une version 2.7 qui est sortie, qui introduit certains éléments de l'API de composition pour faciliter la transition vers Vue 3 pour les développeurs, qui va devenir la version de référence, qui est devenue la version de référence d'ailleurs, et dans le cadre d'un abandon progressif de la version 2. C'est un projet open source qui est maintenu par You et toute une communauté de bénévoles. Ils ont des supports, mais il n'y a pas de grosses entreprises comme avec Google ou Facebook derrière. Il y a également plusieurs librairies officielles qui sont maintenues, comme un routeur ou un moteur de state qui s'appelle Pinia, et aussi des plugins pour VS Code, pour IntelliJ, bien sûr, ainsi qu'une extension Chrome pour faciliter la vie des développeurs. Au niveau des chiffres, alors, c'est un framework qui intéresse les développeurs. Déjà, sur les dépôts GitHub Star, on voit que Vue talonne de très près React en termes d'intérêt. Mais surtout, il y a eu quelques études qui ont montré que c'était un framework qui plaisait aux développeurs. On voit par exemple ici une étude de JetBrains qui date de 2021, où on constate que derrière React, c'est le deuxième framework le plus utilisé parmi les développeurs interrogés, et que l'augmentation est de 34 à 43% entre 2020 et 2021, là où Angular continue à stagner. De plus, on a une autre étude de State of JS, cette fois-ci, qui date également de 2021, qui montre que plus de 30% des développeurs réutiliseraient volontiers Vue.js, contre 10% qui ne voudraient plus entendre parler, et qu'on a également plus de 50% qui seraient intéressés pour découvrir la techno. Donc vraiment juste derrière React et Svelte, comme le montre ce tableau. Donc voilà, c'est un framework qui plaît, qui intéresse les développeurs, mais aussi les entreprises, puisque voici un exemple d'entreprise relativement connue qui utilise Vue.js dans leurs applications. Donc oui, GitLab, je pense que beaucoup d'entre vous s'en servent, c'est en Vue.js. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de technique. Alors, Vue.js, le point d'entrée, c'est ce qu'on appelle l'instance Vue. Ça va être en gros un script JavaScript qui va déclarer une application à l'aide de createApp, dans lequel on va introduire un composant racine. C'est lui qui sert en fait de point d'entrée à tous nos composants qui vont être réutilisables, comme dans les autres frameworks type Angular ou React, et qui va le mapper, le monter sur une balise qui se trouve dans un code HTML classique, dans un index.html. Et ainsi, tout le code qui sera généré par Vue.js sera localisé entre ces deux balises. C'est plutôt intéressant, notamment si on veut par exemple introduire du Vue.js dans une application existante, sans perturber le reste. C'est également dans cette instance qu'on va importer des librairies externes, telles que des librairies CSS, des packs d'icônes. C'est vraiment le point d'entrée de notre application. Maintenant, comme vous le voyez ici, on a des composants qui sont déclarés dans un fichier JavaScript. À quoi ressemble un tel composant? Un composant, là-dessus, les gens qui ont fait du Angular vont pas être trop perturbés, c'est quelque chose d'assez conventionnel. On va avoir un template
en JavaScript dans lequel on pourra faire de l'injection de variables, et un script en JavaScript ou en TypeScript dans lequel on va déclarer notamment des variables. À savoir qu'une variable, elle se déclare anciennement, donc en vue 2, de cette façon-là. On a un champ data qui retourne une fonction qui décrit un objet contenant toutes les variables qu'on voudra traiter et afficher dans le template. Ces variables sont dites réactives, c'est-à-dire que toute modification impactant ces variables dans le script sera automatiquement répercutée dans le template. Maintenant, les directives. Alors, Vue embarque également un grand nombre de directives qui vont permettre d'introduire de la logique dans le template. Ici, par exemple, j'ai déclaré un tableau d'objets fruits. Je pourrais parcourir cette liste et afficher une entrée pour chacun de ces éléments grâce à cette directive vFor, qui prend en paramètre la liste de fruits, qui utilise un objet pour la parcourir, et ici, à l'aide de cette écriture, qui encore une fois ressemble à ce qu'on connaît dans les autres frameworks, permet d'afficher directement le contenu de la variable. On peut aussi variabiliser des attributs classiques comme style. Ici, par exemple, ce qui s'affichera dans cette directive sera de couleur verte, puisque la variable ici est bindée, en quelque sorte, à la balise style. Et on a aussi des structures conditionnelles avec du VIF. On a vraiment beaucoup de choses. On peut introduire de la logique dans le template. Cependant, si on veut éviter de trop en mettre, on va avoir recours à des méthodes et des observateurs. On a d'abord des méthodes qui vont être très simplement déclarées dans, ici, une propriété qui s'appelle méthode. Ça va être tout simplement des fonctions qui vont accepter un paramètre et retourner une valeur qu'on peut ou non après appeler depuis le template. Là, ici, par exemple, j'appelle afficher ID. Cela signifie que dans cette balise-là, j'afficherai la valeur de mon ID, tout simplement. Après, on a les propriétés calculées. Elles sont un peu plus subtiles dans le sens où elles n'acceptent pas de paramètres, mais elles doivent obligatoirement renvoyer quelque chose. Elles sont calculées dans le sens que l'interpréteur Vue va les calculer une seule fois et renvoyer une valeur qu'on peut afficher ou non dans le template. Mais la valeur sera mise en cache et ne sera recalculée que si les valeurs réactives qui sont dedans, donc par exemple ID ici, sont modifiées. Donc on a quelque chose de plus performant, mais un peu plus limité sur son usage. On a les watchers qui, eux, de façon assez brute, vont observer une variable et exécuter une fonction en callback si on constate une modification. Là, si ID est modifié, la valeur de texte sera également modifiée. Et enfin, là, je ne vais pas trop perdre de temps là-dessus, mais c'est quand même important de les mentionner. Les lifecycles, ce sont des fonctions liées au cycle de vie du composant. Votre composant, il va avoir des étapes dans son cycle de vie, quand il va s'instancier, charger son DOM, charger ses composants enfants, et on peut intercepter ces moments-là et exécuter du code en conséquence. Par exemple, mounted, c'est quand l'ensemble du composant a été chargé. Maintenant, si le template a quelque chose à communiquer au script, une modification de valeur par exemple, là, on a des directives particulières qui permettent d'intercepter les événements. Par exemple, ici, j'ai un bouton. Je peux intercepter l'événement clic et le mapper sur une méthode. La méthode, on va la retrouver ici, et on va exécuter du code en conséquence. Donc, c'est très pratique et c'est très utilisé, justement, pour gérer les interactions entre le template et le script. Le code que je vous ai montré là, voilà à quoi il ressemble. On a notre composant, notre HTML d'entrée, notre fiche de style, et ça, c'est la librairie Vue que j'ai minifiée, donc ça prend très peu de place. À quoi ça va ressembler? On va exécuter quand même ce petit morceau de code. Voilà, là j'ai ma liste qui s'affiche. Le texte en rouge, j'ai appliqué le style par les directives, et là ici, j'ai le fameux bouton sur lequel j'intercepte le clic. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai intercepté le clic. Ici, la valeur texte apparaît, puisque désormais la fonction VIF se vérifie. Et j'ai retourné la nouvelle valeur qui a été produite depuis le watcher. Application toute simple, mais qui montre comment fonctionnent les composants, les fonctions de base de Vue.js. Maintenant, vous allez me dire, c'est un peu... ça manque, comment dire, c'est un peu simple tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est des projets Vue.js qu'on puisse builder, déployer, avoir un environnement plus sophistiqué. Eh bien, ça existe. L'écosystème Vue.js et notamment l'utilisation des single file components. Là, on va rentrer sur quelque chose de beaucoup plus applicable pour un développement d'une application plus riche. On va concentrer tout
la logique dans des fichiers .vue. Alors, un peu comme dans un fichier JS, mais là, on pourra les compiler, on pourra avoir du live reload grâce à l'environnement Vue.js qui propose un CLI. Alors avant, il s'agissait de Vue CLI qui était basé sur Webpack. Depuis 2021, c'est Vite, également développé par Evan You, qui se base sur ESBuilt. Et en gros, on va avoir des fichiers qui vont contenir tous nos composants, qui vont être rechargeables à la volée de façon performante et qui apporteront aussi la coloration syntaxique. C'est vraiment, Vue, ça a été pensé pour les développeurs. C'est ça qui est appréciable. Et d'ailleurs, Vite est utilisé pour initier des projets Vue. Alors, on peut initier avec Yarn et en lui passant un template, ce qui fait qu'il va nous produire toute la configuration, comme quand on utilise le ngClide d'Angular. On peut utiliser NPM, bien sûr, et on a même ici une commande très très pratique, puisqu'elle vous permet de sélectionner à la volée tous les composants, toutes les librairies externes que vous souhaitez ajouter à votre projet. Maintenant, j'ai fait le pari de faire une petite démo sur quelque chose d'extrêmement classique, une to-do, je ne vais pas chercher plus loin, pour vous montrer qu'en fait, en très peu de temps, on peut développer vraiment une interface parfaitement fonctionnelle. Le but de notre to-do, ce sera d'afficher une liste, un filtre de recherche, un formulaire de saisie, un système de routage qui permettra d'accéder du formulaire depuis la liste et inversement, et un gestionnaire d'état, je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, maintenant ma présentation pour l'instant est suspendue, on va passer au code. Ici, voici le projet que j'ai généré, un peu en avance pour gagner un petit peu de temps et me concentrer sur l'essentiel. Très rapidement, ici on a un fichier vite-config qui a été généré par Vite, le package.json, le index.html où on retrouve notre div d'entrée ici, qui va importer un fichier main, et là on retrouve notre instance. Et dans cette instance, on va avoir des choses très intéressantes telles que le composant racine, app, et aussi là, des dépendances bootstrap qui sont automatiquement injectées dans l'application. Le composant racine, voici à quoi il ressemble. On va avoir une partie script, partie template et une partie style. À noter qu'en étant scopé, le style n'affectera que le composant courant. La nouveauté avec Vue 3, c'est que désormais, on va écrire nos composants très différemment. Je vous ai montré une présentation déclarative un peu au format JSON. Maintenant, on va le faire de façon beaucoup plus programmative. Vous allez voir. Mais d'abord, ici, vous voyez dans le template, j'ai cette balise un peu étrange, navbar, qui est en fait un composant, qui est une barre de navigation toute simple, qui va me servir pour le routage. Donc, je vais lancer mon serveur de développement, pour vous montrer un petit peu à quoi pour l'instant ça ressemble. Voilà. On a notre navbar qui contient 2 boutons, mais qui n'affiche rien d'autre. Si je vais voir le contenu de mon script, on voit ici que j'ai juste un template, et là j'ai 2 balises, router link, qui en fait sont des balises spéciales routeur, le routeur proposé par Vue.js, qui vont en fait créer automatiquement un lien vers une route la racine, ici, et une route vers form, autrement dit vers le formulaire et les to-do. Donc ça crée automatiquement le lien, cependant, il faut maintenant créer le mapping entre ces routes et les composants. Les composants, comme vous pouvez le voir, ils sont ici dans le dossier Vue, mais le routeur, lui, n'existe pas. Donc, on va créer notre routeur depuis le main. Je vais vous montrer pourquoi. Le routeur, il se crée tout simplement en utilisant la méthode createRouter, ici. Il va être d'abord constitué d'un history, qui va être en quelque sorte la façon dont l'URL apparaîtra dans la barre de navigation. Et là, ensuite, nous pouvons déclarer nos routes qui vont être une liste d'objets où on va mapper nos URL, donc avec le path ici, sur les composants. Donc notre composant, ici, ça va être to-do table, donc le composant qui affiche les to-do. Et le deuxième, ça va être notre formulaire. Donc ici, form et to-do form. Voilà, notre routeur est prêt. Simplement, comme c'est une librairie un peu plus complexe, il faut la déclarer dans l'instance de Vue en utilisant la méthode use pour qu'elle soit injectée dans l'application. Si je retourne ici et que je recharge, excusez-moi, petit problème,
Pourquoi ça ne s'affiche pas? Eh bien, en fait, c'est parce que j'ai fait mon mapping, mais je n'ai pas dit à vue où il devait charger les composants. Et pour ça, on va devoir faire, comme dans Angular, utiliser une balise spéciale qui s'appelle router view. Et du coup, chaque fois qu'un composant sera chargé par routage, il apparaîtra ici, donc sous la navbar. Et si je retourne sur ma vue cette fois-ci, j'ai bien mes deux composants et mon routage qui est opérationnel. Maintenant, nous allons passer à notre composant liste to do. Donc, on a une table, tout simplement, avec un style Bootstrap classique et un filtre de recherche sur lequel je reviendrai plus tard. Donc maintenant, nous allons regarder un petit peu ce que contient le composant lui-même. Donc c'est tout le code qui génère notre liste, notre select. Maintenant, on va ajouter du contenu Vue.js, donc des variables réactives, pour pouvoir les afficher. Ici, grande nouveauté, donc, simplement, pour déclarer une variable réactive, on a juste à déclarer une constante, appeler la méthode ref, qui va en gros dire qu'on est en face d'une méthode réactive, lui donner une valeur initiale, et c'est tout. Voilà, notre variable est déclarée. On va quand même lui mettre un petit peu de contenu, parce que sinon on aura un tableau vide, ce serait un petit peu dommage. Donc, on va dire qu'on aura un identifiant technique, un libellé, je vais dire par exemple, restons dans l'originalité, apprendre Vue.js, voilà, et un statut à faire. On va dire qu'on aura des statuts à faire, en cours, terminé. Et maintenant, ce to-do, on va utiliser les directives que je vous ai présentées tout à l'heure, à savoir vfor, pour produire une ligne par to-do. Donc ça, après, ça fonctionne comme du JavaScript. On déclare un objet qui va servir à parcourir la liste. Il faut néanmoins préciser ce qu'on appelle une key. C'est ce qui va permettre à Vue de différencier les différents éléments du tableau sans passer par l'index. Ça, c'est pas une bonne pratique. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à utiliser notre variable todo au singulier pour afficher les différents éléments du tableau. On a d'ailleurs ici de l'autocomplétion qui apparaît. Alors l'autocomplétion, elle est plutôt de bonne qualité dans VS Code, mais quelquefois, on est obligé de faire les imports à la main. C'est un peu la limite. Mais voilà, dans l'ensemble, il n'y a pas de problème particulier. Je retourne là, et voilà. Ma variable réactive a bien été parcourue et s'affiche correctement dans mon tableau. Je vais en rajouter une deuxième, histoire de voir un petit peu d'avoir un peu plus de contenu, et aussi pour la suite. Donc on va dire en cours, présentation, c'est ce que je suis en train de faire après tout. Présentation avec un N, voilà. Et on a bien un deuxième élément qui apparaît dans la liste. Notre liste est réactive, on modifie sa valeur, donc l'affichage est modifié en conséquence. Maintenant, on a ici quelques tableaux qui vont nous permettre de mettre en application ce qu'on a vu à propos des événements. Imaginons que je veuille changer le statut de ma to-do, la faire passer à en cours. Je vais utiliser un événement ici, clic, créer une méthode, changer statut en cours, lui passer en paramètre, puisqu'on peut passer des paramètres dans les méthodes du template, l'identifiant, qui va me permettre de récupérer l'élément à modifier dans la liste. Les méthodes, on les crée très simplement à l'aide d'une constante. Il y a beaucoup de constantes quand on est en Vue 3, qui va être en fait une fonction qui prend un ID en paramètre. Les fonctions fléchées en Vue 2 posaient problème, en Vue 3, il n'y a quasiment aucun souci, on peut en user et en abuser. To do, alors attention, si vous regardez ici, ce n'est pas un objet tableau, c'est un objet ref. En fait, to do ici est un proxy qui contient la valeur à modifier. Donc pour modifier cette valeur, on a le droit de le faire, mais il faut appeler la propriété value. Et là, on retrouve bien notre tableau. Donc on peut l'appeler une fonction find pour retrouver la to do qui nous intéresse, donc celle dont l'id va être égal à celui qu'on a passé en paramètre, et on modifie son statut à en cours. Voilà. La méthode est finie. Si on retourne ici, le statut a bien été changé. Je recharge. Voilà. Notre méthode fonctionne parfaitement bien. On intercepte l'événement
et on modifie la variable réactive en conséquence. Comme elle est modifiée, ça se répercute sur le tableau. Deuxième exemple, si on veut supprimer un élément du tableau, c'est exactement pareil, supprimer. On récupère notre ID, on crée notre méthode, comme précédemment, supprimer. On met toujours notre ID. On parcourt le tableau, filter, ID. Alors, je ne vais pas faire forcément une méthode très élégante, mais pour les besoins de la démo, ce sera largement suffisant. On veut créer une nouvelle liste qui ne va contenir que les éléments qui ne vérifient pas la propriété ID, todo-ID égale ID. Donc, différent de ID. Voilà. On ne va garder ainsi que les éléments dont l'ID n'est pas égal à celui qu'on a passé en paramètre. Et donc, on va retirer ici la deuxième to-do. Ça fonctionne. Voilà. On a ici deux exemples de communication entre notre template et notre script. Maintenant, quelque chose d'un peu plus compliqué, le filtre. Alors, j'ai mis volontairement des statuts, en fait, pour pouvoir vous montrer comment fonctionne le filtrage. On a un composant select qui se trouve ici. On veut pouvoir filtrer, donc afficher uniquement les éléments qui ont un statut à faire en cours. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va peupler notre select avec une liste de statuts. Donc, par exemple, alors ici, je ne vais pas les rendre réactives, parce que j'estime personnellement que les statuts n'ont pas de raison de changer, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire, hein, si par exemple il s'agit de valeurs qui sont récupérées en base de données. Ce n'est pas notre cas ici, donc ce n'est pas vraiment nécessaire d'en faire des valeurs réactives. En cours terminé. Voilà. Le statut, on va le binder à notre objet select par l'intermédiaire des options. Puis on va créer autant d'options grâce à notre boucle vFor qu'on a de statuts. Donc, on va créer statut in status. La clé ici, bah, ça va être tout simplement statut, puisqu'on n'a pas d'identifiant. La valeur, alors ici, on rajoute vbind, pour dire que c'est une valeur qu'on bind à une variable, statut. Et ici, ça c'est purement de l'affichage, on va mettre tout simplement statut. Ah oui, excusez-moi. Alors, on a deux façons de l'écrire en fait. Soit on l'écrit comme ceci, vbind, soit on a un raccourci, ou en gros on met juste les deux points. Les deux écritures sont parfaitement acceptées, hein, ça c'est pas problématique. Et donc, si on revoit ici notre composant, ah, petite erreur, ah oui, voilà, j'ai compris. J'ai mal orthographié ma variable, c'est pour ça. Et voilà, nous avons bien notre liste qui s'affiche correctement. On a créé toutes nos options. L'option par défaut, on va lui mettre, pour les besoins de la présentation, une valeur à vide. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour récupérer la valeur sélectionnée? Pour ça, on va utiliser une variable réactive, encore une fois, qui sera par défaut vide. Et on va utiliser une autre directive qui s'appelle vmodel. Vmodel, ça va être une directive qu'on va binder à des composants, des composants HTML de formulaire, typiquement input, select, et qui va automatiquement injecter dans la variable qui est décrite dans la directive la valeur actuellement sélectionnée. Autrement dit, si la valeur change ici, dans ma sélection, j'aurai la valeur qui sera envoyée par le select. Mais ce n'est pas tout. Maintenant qu'on sait, qu'on est capable de récupérer la valeur sélectionnée, comment est-ce qu'on va modifier notre liste en conséquence? On pourrait utiliser un watcher, mais ce serait assez peu performant, peu élégant. Et de manière générale, les watchers, il faut les utiliser quand vraiment on n'a pas le choix. Ici, ce qui est tout indiqué, c'est la propriété calculée. Parce que souvenez-vous, propriétés calculées sont plus performantes. Et lorsqu'une variable qu'elle utilise est modifiée, elle est automatiquement recalculée. Donc, on va l'appeler todo filtré.
Ici, on utilise la fonction computed, qui prend en paramètre une fonction, et c'est dedans qu'on va décrire la logique que doit réaliser notre variable calculée. La logique, c'est la suivante. La sélection a une valeur, donc si on a sélectionné une valeur qui n'est pas vide, alors on retourne la liste de to-do dans laquelle on aura filtré par statut. Donc to-dos, variable fléchée, fonction fléchée, pardon, statut égale sélection.value. Il faut toujours penser au point value, sinon il y a des effets de bord assez problématiques. Et sinon, si on n'a pas de valeur sélectionnée, on retourne tout simplement la to-do, la point value. Voilà. Alors ici, certes, on renvoie value, mais les propriétés calculées sont elles-mêmes réactives. Donc on ne perd pas le caractère réactif. Et donc, on va la mettre à la place de notre variable to-do pour pouvoir tenir compte des éventuels filtres. Et effectivement, ici, on voit que ça fonctionne. On sélectionne, on affiche que les propriétés calculées. Notre liste initiale n'est pas altérée. Et si on ne sélectionne rien, ben, tout s'affiche. Donc voilà, notre computed fonctionne parfaitement bien. Alors, notre composant de sélection fonctionne bien, mais on pourrait en avoir besoin dans le formulaire. Donc, ce serait peut-être pas mal de l'isoler dans un nouveau composant. C'est ça, la réutilisabilité aussi que propose Vue.js, comme la plupart des frameworks de Single Page Application. Donc, on va mettre ça en pratique. On va créer ici un nouveau composant qu'on va appeler statut selector, tout simplement. Il aura donc un template. Et un script avec le setup. Le setup est indispensable pour pouvoir utiliser cette nouvelle façon d'écrire les composants, qui est, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé, c'est ça l'API de composition. C'est cette nouvelle façon d'écrire des composants Vue.js. Je récupère tout le code qui concerne mon composant, ici, et je le fais passer dans mon nouveau composant enfant. Voilà. Je n'oublie bien sûr pas la liste des statuts, qui va être affichée de la même façon que tout à l'heure. Et également ma variable. Sinon, le composant affichera des erreurs puisque je fais référence à des variables qui n'existent pas. Attention bien sûr à importer le ref, sinon pareil, il ne connaîtra pas la fonction. Et voilà, mon composant est prêt. Comment je vais faire pour l'appeler? Grâce tout simplement à son nom. Ici, voilà. Donc, statut selector. Voilà. De préférence en kebab case. Il peut y avoir des petits soucis quand c'est pas en kebab case. Et voilà, j'ai toujours mon composant. Par contre, évidemment, le filtrage ne fonctionne plus, puisque la variable sélection qui se trouve dans le composant parent ici n'est plus informée. Comment on va faire pour récupérer la valeur sélectionnée depuis le composant enfant? Grâce aux événements. Les composants sont eux-mêmes capables de produire leurs propres événements, et c'est comme ça qu'ils communiquent avec le composant parent, comme ce qu'on a avec le binding bidirectionnel en Angular. Pour ce faire, alors, une bonne pratique, c'est de déclarer les événements que peut émettre un composant. Ça, c'est pas mal, c'est dans les bonnes pratiques, et ça aide aussi à l'autocomplétion. On va l'appeler changement, intitulé de notre événement. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on veut observer comme changement au niveau du select? Le changement de valeur. On va créer une fonction onChange. On va donc intercepter ici l'événement sur lequel on va appeler une fonction qui va émettre un nouvel événement de type changement au composant parent. Hein, je fais une sorte de hiérarchie sur les événements que j'émets. Et donc, emit, entre parenthèses, là j'ai de l'autocomplétion en plus, et je vais rajouter sélection value. Autrement dit, dans l'événement que j'envoie au composant parent, je lui rajoute la nouvelle valeur. Comme ça, il y aura accès. Du coup, si je retourne là-haut, je vais intercepter l'événement de la même façon que les autres. Donc, changement égale. Et ici, je vais mettre la fonction qu'on va appeler. Donc, on va l'appeler const onChangement. Donc, moi, j'ai laissé à discrétion. Hein, c'est moi qui le choisis. Il va passer automatiquement
le statut passé en paramètre. Ça, c'est automatique. Le paramètre sera injecté dans la fonction par le template. Et on pourra lui affecter la valeur à notre objet sélection. Statut. Voilà. On changement, on le met ici. Je retourne là. Et mon filtre fonctionne de nouveau. Je récapitule. Composant enfant qui détecte un changement. Il envoie son propre événement personnalisé au composant parent, qu'il intercepte pour mettre à jour une valeur réactive. Et du coup, la propriété calculée est recalculée et le filtrage fonctionne de nouveau. Et notre composant est parfaitement réutilisable. On va s'occuper maintenant du formulaire. Alors, petit problème. Comme vous avez vu, on passe d'un composant à l'autre par le routage. Et du coup, comment le formulaire va être capable d'ajouter une nouvelle entrée à la liste, qui, elle, est déclarée dans le composant table. On a besoin de faire communiquer nos deux composants. On pourrait passer la liste par le routage, mais ce serait assez peu élégant, il faut le reconnaître, surtout dès qu'on va commencer à avoir des listes copieuses. On va utiliser pour ça un système de gestionnaire d'état, donc qui s'appelle Pinia, qui est un peu l'équivalent de NGRX dans Angular, qui va nous permettre de partager des états dans toute l'application. Autrement dit, c'est un store, et chaque composant qui l'appelle pourra récupérer des valeurs dedans et modifier ces valeurs en conséquence. Donc, on va créer un objet JavaScript, un fichier JavaScript, pardon, qu'on appelle store.todo.js, et dedans, on va déclarer notre store. Dans un premier temps, comme on fait appel à une librairie extérieure, il faut néanmoins l'ajouter à l'instance. Donc, on va créer une variable Pinia, create Pinia. On peut le configurer, mais on n'a pas besoin de le faire actuellement. On utilise encore la méthode use et on l'injecte. Voilà. Et d'ailleurs, si vous regardez bien ici, le terminal, Vite a détecté l'ajout d'une nouvelle dépendance et a optimisé son chargement. Vite, en fait, est beaucoup plus performant que l'ancien CLI. Ça ne se voit pas sur les petites applications comme ça, mais sur les plus grosses, c'est assez impressionnant. Donc maintenant, on va décrire notre store. Donc, export const use store todo. Donc en gros, on va déclarer une méthode qui va automatiquement instancier, s'il n'existe pas, et charger notre store. Donc, on utilise ensuite define store. On lui met un identifiant, en fait, pour pouvoir le différencier des éventuels autres stores, puisqu'on peut avoir autant de stores qu'on veut avec Pinia. Et là, on va décrire les différentes propriétés de notre champ, de notre store, pardon. On a plusieurs champs possibles. On a le state. Le state, c'est dans le state, en fait, qu'on va décrire toutes les variables qu'on voudra distribuer depuis le store. C'est une méthode qui va renvoyer un objet. Et c'est dans cet objet qu'on va décrire nos variables. Comme par exemple notre liste de to-do. On va la déplacer dans ce store. Voilà. 12, le point. Voilà. À partir de là, on a déclaré notre to-do dans notre store. On va s'assurer qu'on arrive quand même à la récupérer depuis la liste, sinon on aura une régression. Donc pour ça, on va charger le store dans ce composant. Store égale use. C'était store to do. Alors voilà, un des petits soucis qu'on peut avoir quelquefois, c'est l'import qui ne se fait pas automatiquement. Donc dans ce cas-là, il faut tout simplement le faire à la main. Ça peut se configurer notamment avec Vite, hein, ce genre de choses. Mais c'est un peu rédhibitoire quelquefois. Enfin, c'est un peu rébarbatif. Mais c'est pas grave. Voilà. On a appelé notre store. Hein, on a bien une instance de store ici. Et on va récupérer les to-do qui sont dedans. Alors attention, on a un petit souci. Les variables qui sont dans le store, ici, ne sont pas réactives. Donc, nous, on ne veut pas perdre cette réactivité. Et là-dessus, les développeurs ont tout prévu. Il existe une méthode qui permet en fait de transformer le contenu d'un store en valeur réactive. C'est-à-dire que si jamais le store est modifié, on aura les nouvelles modifications proposées par ce dernier, et donc notre vue pourra être mise à jour en conséquence. Donc, cette méthode s'appelle store
store_to_ref. Hein, ça ne manque pas. Les méthodes sont assez bien nommées pour ça. Store_to_ref. Voilà. On lui passe en paramètre notre store. Et ici, attention, on doit utiliser cette notation un peu particulière to-do. Donc ça, c'est les to-do qu'on récupère depuis le store ici. Et on s'assure que tout s'affiche correctement. Ouais. Voilà. Nos listes s'affichent toujours, mais elles ne sont plus dans le composant. Elles sont dans notre store. Et donc, on va pouvoir maintenant s'occuper de notre formulaire en étant certain que les modifications qu'on appliquera depuis ce formulaire se répercuteront sur la liste partagée. Donc, première chose à faire, on va rajouter notre composant select, qu'on s'est quand même embêté à mettre dans un composant isolé dans ce but. Donc, on va le charger ici, ce sera très bien. Donc, statut selector. Voilà. En kebab case. Encore une fois, ça c'est. J'ai eu des problèmes personnellement quand je n'utilise pas le kebab case. Changement. Là aussi, on a besoin de récupérer la valeur qui a été modifiée. Const sélection. Donc ça ce sera la sélection de notre statut. Méthode, c'est exactement comme tout à l'heure. OnChange statut, par exemple, ça marche très bien. On déclare ici const statut égale. Là, c'est quasiment du copier-coller de ce que j'ai fait dans l'autre composant, c'est-à-dire que ma sélection, je lui donne la valeur que m'a remonté mon composant enfant par l'intermédiaire de son événement. Voilà. On vérifie que tout est OK dans le formulaire. Nos statuts sont bien là. Maintenant, on fait la même chose avec l'input. Rien de compliqué ici. Hein. Je récupère dans l'input le futur libellé de mon composant. Et à l'aide toujours de la directive vModel, je vais le binder sur la valeur qui sera saisie dans l'input lui-même. Donc vModel. Voilà. Tout simplement. Et maintenant, dernière étape, la validation du formulaire. Donc ici, j'ai mon bouton de validation. Je vais intercepter l'événement de clic. On va créer une méthode validée qui va nous servir à non seulement créer notre nouvelle to-do, mais aussi à l'ajouter à la liste. Alors, avant d'écrire le code ici, on va retourner un instant dans le store. Un store, ce n'est pas juste des listes de variables qu'on déclare. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont accessibles. On a dans un premier temps les getters. Alors, les getters, je ne vais pas rentrer dedans. Ça fonctionne un peu comme les computed, c'est-à-dire que ça permet de renvoyer des données sans passer directement par elles et de faire du filtrage, de la mise en forme. C'est vraiment la même chose que les computed, à peu près, hein, mais dans le cadre d'un store. Et on a les actions. Alors les actions, c'est un peu plus l'équivalent des méthodes pour le coup. Ça va être un ensemble de méthodes qui permettent, en gros d'exécuter du code métier directement dans le store. Donc si par exemple on a des méthodes répétitives, genre des modifications qui peuvent être réalisées depuis différents composants, l'intérêt c'est de mettre directement la méthode dans le store. Ça permet vraiment de centraliser. C'est là-dedans aussi qu'on peut mettre les appels REST. Si votre store, vous le chargez à partir d'un appel REST, le plus simple, c'est encore de l'appeler directement depuis les actions. Donc ici, par contre, je dois utiliser le mot-clé this pour les récupérer. Donc on revient un peu sur du Vue 2, mais c'est pas grave. Et donc, push to-do. J'ajoute ma to-do à ma liste existante. Petit souci, ici on a des identifiants unitaires dont on a besoin pour que Vue soit capable de les différencier quand on boucle. Donc on va résoudre ça très simplement en déclarant un champ ID qu'on va initialiser à 3 et qu'on va incrémenter au fur et à mesure qu'on recevra des nouvelles to-do. Voilà, je mime en fait la création d'un identifiant technique tout simplement. Rien de bien sorcier. J'incrémente ensuite mon ID. Plus égale 1, voilà. Plus
plus égale 1. Je vais y arriver. Et voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ici cette méthode dans notre formulaire. Et au moment de la validation, on lui passera en paramètre la to-do pour pouvoir compléter notre liste. Donc, je vais récupérer mon appel ici. Hop, le copier dans mon formulaire pour charger mon store. Est-ce qu'il va me faire? Oui, là, il me fait l'autocomplétion. En général, dès qu'il arrive à le faire quelque part, ça marche mieux dans les autres composants. Et je vais récupérer également la méthode qui m'intéresse, const. Or, alors, je ne suis pas du tout pro du JavaScript. Si vous avez des méthodes d'import qui sont meilleures que celle-là, ou c'est la bonne façon de faire, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Et maintenant, on crée une nouvelle to-do. Voilà. On lui passe en paramètre un libellé, que l'on va récupérer depuis notre variable réactive libellé. On prend notre statut, on lui crée un statut à partir de la sélection du statut que nous avons renvoyé le composant enfant. Et ensuite, on appelle la méthode ajout. On lui passe la to-do. Et voilà. On a fini notre méthode. Maintenant, place à la pratique. On va sélectionner un statut en cours, par exemple. Randonnée, ça va prendre un peu l'air. Je valide. Et si je retourne sur ma liste, je vois que ma randonnée se trouve bien en 3e position avec le bon identifiant. Donc, le formulaire a appelé le store pour mettre à jour la liste en lui rajoutant une nouvelle to-do. Étant donné que la valeur est désormais réactive dans la liste a bien été modifiée en fonction de la valeur modifiée dans le store. Et tout ça est partagé. Et on peut passer très simplement de l'un à l'autre, encore une fois. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette présentation. Je voulais vraiment réussir à faire une petite démo devant vous pour vous montrer que, bien sûr, en maîtrisant un minimum les bases, on arrive à faire quelque chose d'assez fonctionnel rapidement. Revenons à la présentation. Pour terminer, je voulais parler de quelque chose qui est très utile, surtout si vous avez besoin de développer des IHM visuellement fonctionnels et agréables assez rapidement. Ce sont des librairies de composants qui permettent, en gros, ce que j'ai fait avec mon sélecteur, de faire exactement avec des composants tout prêts, avec de la mise en forme également, du style. Alors les plus connus que j'ai trouvés, c'est Beautify, qui utilise le Material Design, qui est très performant, mais qui malheureusement pour l'instant est encore en version 2. Il y a une bêta en version 3 la version 3 est en bêta depuis très longtemps. On attend désespérément la nouvelle parce que c'est vraiment une librairie très très populaire et très bien. Il y a Quasar aussi qui est pas mal, qui utilise aussi le Material Design. Les composants sont plus complets. Il y a même une surcharge de Vite. Et on a PrimeView, bon, ça c'est un classique également. Et pour finir, je vais vous montrer justement un petit exemple de to-do que j'ai fait avec Quasar, pour vous montrer que c'est vraiment très pratique comme librairie. Alors, ça, c'est beaucoup plus poussé que ce que j'ai fait. Là, on est sur du TypeScript. On est sur des appels REST. Tous les appels REST se font, quant à eux, depuis les stores. Et voilà à peu près à quoi ça va ressembler dès que le chargement sera terminé. Voilà. Là, on a quelque chose de... Tout ça, c'est des composants natifs de la librairie Quasar. J'ai introduit la notion de priorité. Le système de filtre fonctionne toujours avec des composants. Là, c'est pareil. Je filtre également sur les statuts. J'ai des boutons ici qui me permettent d'aller éditer. Donc là, là, en fait, il faut voir un système de route dans lequel je passe un identifiant pour dire c'est cette valeur-là que je veux modifier. Voilà, j'ai un formulaire, je peux passer de l'un à l'autre. Et au niveau du Material Design, on respecte à peu près les préconisations. Et on a bien sûr la pagination. Ça gère vraiment beaucoup de choses. On gagne beaucoup de temps à utiliser ces librairies de composants. Dès qu'on arrive à les maîtriser, on va vraiment très vite. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions et si on a un petit peu de temps, je serai ravi d'y répondre. Merci. Merci beaucoup Rémi. Du coup, ouais, tu étais plutôt efficace, c'est bien, il nous reste grosso modo 10 minutes pour les questions.
Je vois qu'il y a une main qui se lève, c'est Johan. Tu voulais poser une question? Tout à fait. Merci pour ta présentation. C'est une belle démo, franchement. Merci. Chapeau, parce que il y a beaucoup de choses à voir, donc en très peu de temps. Moi, j'ai une question toute bête sur le point view. Le fait qu'il y ait une balise template et une balise script setup, je crois, ça c'est quelque Ouais. chose qui est obligatoire en gros. Le fait d'avoir la vue en gros en mode HTML via le template là, et ensuite le JavaScript derrière, ça c'est vraiment spécifique à Vue.js, ça fonctionne comme ça tout le temps. Ouais, Ok. tous les cons. Encore une fois, tu n'es pas obligé d'utiliser les templates vus, hein, comme je l'ai montré sur la petite appli au début, mais du coup, tu perds tout l'intérêt de l'écosystème. Hmm, Mais ok. par contre, oui, les composants, ils ont obligatoirement besoin de leur template et de leur script qui va bien. Ok. Je suppose que, en fait, ce qui m'interpellait là-dedans, c'est le fait de ne pas séparer le côté template et le côté script. Ça me dérangeait un petit peu au début, et après, bon, j'ai vu que finalement, tu as sorti ton sélecteur dans un composant, ce qui fait qu'après, ça réduit le code, et voilà. Donc, je suppose qu'après, plus ton template HTML, plus tes scripts grossissent, bah, tu vas finir par sortir des composants, ce qui fait que ça va réduire derrière, quoi. Déjà, tu peux sortir les composants et tu as aussi quelque chose, alors je ne l'ai pas très bien expliqué peut-être, mais avec Vue 4, il y a la notion de composable, d'où le nom API de composition, c'est qu'en gros, même tes méthodes, celles que j'ai décrites dans le script, tu peux les sortir et les importer au besoin, un peu comme le store. Du coup, tu vas alléger ta partie template, mais aussi ta partie script. Ok. C'est vrai en vue 2 les composants vue 2 étaient assez effrayants parce que du coup, tu te retrouvais à scroller énormément entre ton template et ton script. Ok. Mais sinon, je connais un peu Angular et on n'est pas trop perdu parce que il y a il y a les notions de routeur, composant. Oui. Tu parles de store aussi. Enfin, on s'y retrouve assez facilement, quoi. Hmm. Après, c'est plus la syntaxe, il faut s'habituer, quoi. Mais non, c'est abordable en tout cas. Oui, oui, oui. Et effectivement, si tu as déjà fait du Angular, tu seras pas dépaysé. Donc, merci à toi en tout cas. De rien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions éventuellement sur la partie JS? Ouais, Guillaume. Du coup, j'ai fait un peu d'Angular et c'est vrai que j'avais les mêmes inquiétudes. En fait, dans le code que tu as fait pour la démo, là, j'ai l'impression qu'on peut vite se retrouver perdu. Par exemple, si quelqu'un repasse, en fait, si t'es pas le seul développeur sur le projet, quelqu'un repasse derrière toi, Mhm. je pense qu'une personne elle peut vite être perdue parce que tout est un peu mélangé, forcément, vu que tout est dans le composant, le template, le script, etc. Et je me demandais si toi, tu avais des conseils à donner pour mieux organiser le code, tu vois, faire en sorte que ça reste propre, etc. Alors, déjà, il y a des petites fonctionnalités dans VS Code qui te permettent de séparer en deux le script et le... Attends, je vais repartager. Une petite fonctionnalité qui peut aider à ça. Ici, voilà. Ici, en gros, on a ce petit outil qui, je pense, existe dans les autres IDE, qui permet de splitter le template et le script. Ça, c'est déjà une C'est top chose. ça. Ouais, c'est vraiment pratique parce que ouais, comme tu le fais justement remarquer, tu peux vite être perdu vu la quantité de code. Et encore une fois aussi, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des composables. Donc toutes les méthodes ici, de ne pas hésiter à les ressortir dans des fichiers JavaScript et de les importer au besoin, histoire d'aérer un petit peu. Par exemple, si tu veux afficher, je sais pas moi, un nom et un prénom en les formatant, et que c'est quelque chose que tu réutilises dans plein d'endroits dans ton application, le mieux c'est de le sortir dans un fichier et du coup de l'importer au besoin. C'est vraiment le but de l'API de composition, c'est de faciliter la lecture qui peut effectivement parfois être assez lourde. Et Et éviter les c'est copier-coller, j'imagine. éviter les copier-coller. En vue 2, alors ça je ne l'ai pas montré parce que c'était vraiment pas... on n'aurait pas eu le temps. On utilisait ce qu'on appelle des mixins, où en gros tu injectais du code réutilisable directement dans les composants, mais même à l'époque, en 2016, quand Vue est sorti, les gens trouvaient ça anti-pattern et horrible à maintenir. Alors que si c'est une fonction que tu importes, bah, tu maintiens ta fonction et tu es tranquille. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. N'est de rien.
Du coup, je rebondis là-dessus, là, sur VS Code, le fait de splitter script et template. Ce serait intéressant de savoir si tous les devs Vue.js, tous ceux qui utilisent Vue.js, utilisent cette fonctionnalité de VS Code. Je suis tout à fait d'accord, surtout que, titre personnel, je m'en sers pas beaucoup. Parce que, alors, Ok. soit parce qu'elle est assez récente aussi, et parce que j'ai pas encore le mécanisme, le réflexe de m'en servir. Mais je voulais quand même la mentionner parce qu'elle est quand même bien pratique. Mais oui, est-ce qu'elle est utilisée par les développeurs? Ce serait pas mal de savoir. Et de voir aussi ce que proposent les autres IDE, parce que Vue.js est naturellement supporté par IntelliJ, très probablement par WaveStorm, j'imagine. Ok, est-ce qu'on aurait d'autres questions éventuellement? Ouais, Rami. Ton micro est coupé, on t'entend pas. Non, toujours pas. Ah. Merci. Ça y est, Vous m'entendez? ça y est, Oui, c'est bon. oui, c'est bon. Ah, très bien. OK. Bah, déjà, merci pour la présentation, c'est magnifique. Merci à toi. Sinon, j'ai une petite question par rapport au store. Déjà, quand on sauvegarde des datas dans les stores, j'ai l'impression qu'on recharge la page, on va perdre tous ces datas. Donc, est-ce que vous avez une solution pour garder ces datas-là, même si on recharge la page? Alors, c'est vrai ce que tu dis. On perd les données quand on recharge le store parce que c'est pas dans le local storage du navigateur. Après, là, l'exemple que j'ai montré, c'était vraiment pour présenter le store au sens partage du terme. Mais très souvent, ce que tu vas faire, c'est que ton store, il va charger des données depuis ton back et se peupler automatiquement en fait. Et je sais qu'à titre personnel, je ne sais pas si on peut conserver le store en faisant un F5 ou s'il va pas. Enfin, moi, dans toutes mes applications, le store se recharge de lui-même en faisant des appels REST. Mais je ne sais pas si c'est possible de le garder en rafraîchissant. Ça, c'est une bonne question. Pas à ma connaissance, mais ça vaudrait le coup de savoir. Peut-être si, comme tu le disais, tu vas taper sur le local storage. Peut-être. Est-ce qu'il y a moyen de stocker ça dans le local storage? Je sais pas. Je sais que dans Angular, on peut le faire. Ça m'étonnerait qu'on puisse pas le faire avec Vue.js. Après, en termes de design, est-ce que c'est bien ou pas bien? Je ne sais pas. Mais oui, on peut très bien imaginer un store qui va piocher dans le local storage. Hein, c'est pas déconnant. Pour faire du semi-offline ou un truc comme Ok. ça, tu sais, ça Ouais. peut servir. D'accord. Merci de l'info. Je l'ignorais, mais oui, ça me semble possible en passant par le local storage. OK, bah, très bien, merci. Je t'en prie. Bon, on va arriver au bout de la time box. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir se quitter là. En tout cas, merci beaucoup Rémi pour cette présentation assez détaillée et puis pour toute cette démonstration. Tu nous as pris la main au travers de Vue.js et c'était sympa. Merci. Ce qu'on va faire, c'est on va partager la vidéo sur le YouTube de Softeam et n'hésitez pas, je vous enverrai le lien à partager le lien. Voilà, pour ceux qui éventuellement voudraient regarder après coup cette présentation, quoi. Eh ben, merci à tous et on se dit à très bientôt pour un prochain 12 à 13. Merci à tous et bon après-midi. Merci. Salut, salut la Merci. team de Nantes. Eh oui, on est plusieurs. Du coup. Ah, ils sont nombreux. Ah oui, il y a du monde. 5. Ça va. Ça compte. Bon, merci en tout cas pour votre présence. Merci. Merci Et à la tous. prochaine. À bientôt. Salut. Salut. Bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.